Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je pense que c'est banal parce qu'on a confondu des affaires qui ne devraient être jamais confondues. Surtout, l'idée de se préoccuper de ce qui est fait et bien fait. Stéphane Bureau. Bonjour Stéphane. Salut Mario. Les marchés boursiers qui s'énervent, qui tombent. Est-ce que c'est inquiétant pour Donald Trump ou pas? Parce que d'un côté, on peut dire, regarde, tout ça va avoir remonté au mois de juin, puis ceux qui vont avoir acheté à bon marché vont être les grands gagnants, puis ce sera un fait divers dans l'année 2025, ce qui arrive souvent. Mais en même temps, s'il y a une vraie récession qui dure quelques mois, avec un marché boursier terrible, c'est pas très bon. Dans l'année, l'espèce d'année charnière, l'année clé où M. Trump voulait tout implanter ses politiques, tout révolutionner, c'est pas idéal, là. Il parle en ce moment d'un coup d'ajustement et si les marchés hier ont vrillé, c'est en partie parce que dimanche, il n'excluait pas l'hypothèse d'une récession aux États-Unis dans une entrevue qu'il donnait à Fox News. On en parlait il y a 2 semaines. Son nom verbal n'a pas été bon. Quand il a entendu le mot récession, là, il a fait une grimace. Ouais, il a fait une grimace. Il était plus baveux, pas en tout. Il est devenu tout poli, tout prudent, là, avec des coups d'ajustement. Il avait plus l'air d'un Donald Trump pendant 30 secondes. Moi, ça m'a dit, OK, il a reçu un briefing comme quoi il va y avoir une récession, là, que le risque est élevé, là. Il a surtout dit qu'il aimait pas se livrer à ce genre de prédictions, alors qu'en d'autres circonstances et pour d'autres choses, je dirais pas autrement plus compliquées, mais disons également compliquées, il s'est jamais gêné pour faire des prédictions. Là, il est circonspect. Je sais pas s'il y a un briefing qui peut faire la démonstration de ce qui va arriver dans 2 mois ou dans 3 mois, parce que des gens qui ont fait ce genre de briefing ou qui ont annoncé des récessions depuis 2 ans, 2 ans et demi avec compétence, il y en a eu plein. Donc, est-ce que cette fois-ci, c'est l'inévitable choc du mur avec le bolide lancé à 250 à l'heure? C'est possible. J'allais dire, il y a 2 semaines, on en a précisément parlé en disant on est dans un contexte où des marchés qui étaient déjà très chèrement capitalisés, qui étaient fragiles, dont on disait depuis déjà longtemps qu'ils risquaient de... non pas de s'effondrer, mais de s'ajuster parce que les cours-bénéfices, le calcul des cours-bénéfices était très, 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 très élevé, en particulier pour les technos et plus encore pour les fameuses 7 sœurs, les énormes entreprises que sont Amazon, Tesla et compagnie. Donc, dans ce contexte-là, est-ce qu'il y a une surprise? Pas totalement parce que en matière de bourse, on le sait, il y a toujours un facteur de gravité, c'est-à-dire ce qui monte trop finit par descendre. La question, c'est est-ce qu'il y a derrière ça une véritable méga tempête boursière? Parce que pour l'instant, c'est les premiers signaux. Et est-ce que ça engendrerait une crise économique grave, au-delà même peut-être d'une récession? Parce que la marge fiscale des États-Unis, elle n'est pas très, très grande. Puis il y a d'ailleurs des tractations pour s'entendre aujourd'hui et demain sur le budget. En fait, on repousse à plus tard. On veut juste s'assurer d'avoir ce qu'il faut de pipeline ouvert pour que l'argent continue à circuler dans les tuyaux aux États-Unis. Si on s'entend pas au Congrès, ça pourrait être ce qui arrive à répétition, c'est-à-dire qu'on ferme tout, le gouvernement fait un shutdown parce qu'on s'est pas entendu sur les dépenses. Il faut les autoriser parce que la loi là-bas met un plafond à la dette, qui est évidemment systématiquement repoussée. Mais je te dis tout ça parce que ça compte, ça va jouer dans les prochains jours. Et si on se retrouve dans un contexte de crise économique grave, avec une marge qui est très mince pour les États-Unis, sinon qu'ils sont capables d'imprimer à l'infini de l'argent, mais à un moment donné, j'imagine qu'on va arriver au bout de ça. Le seul impact positif que je verrais, c'est que pour M. Trump, en ce moment, l'idée d'évaluer le dollar, ça pèse beaucoup. Il aimerait que les exportations américaines deviennent compétitives, un peu comme le Canada historiquement était compétitif parce que notre dollar vaut pas cher et que quand on vend aux Américains, on est un méchant bon deal. On n'est pas une économie qui est tellement plus compétitive qu'elle l'était il y a 10 ans, mais on vend pas cher. Et Trump aimerait beaucoup ça. Mais par-delà tous ces arguments un peu spécieux, je te dirais que c'est un sérieux avertissement. Mais si on lit maintenant le Trump pour ce qu'il est, voici les prévisions du jour que je fais, même si c'est toujours très audacieux de faire des prévisions. Alors qu'il n'y a pas longtemps, puis tu me diras ce que tu en penses, je suis curieux, M. Trump se gargarisait à répétition de ce que les marchés boursiers étaient l'indicateur d'une économie qui avait le torse bombé, que les meilleurs rendements jamais obtenus étaient sous sa première présidence. Et avant même qu'il soit élu, il disait, pas élu, investi le 20 janvier, au mois de novembre, au mois de décembre, il disait, regardez comme les marchés réagissent positivement à l'arrivée de Donald Trump. Les 3 semaines après son élection, là, il y a eu un pic, mais là, on est rendu
très, très en bas du jour même où il a été élu le 5. Non seulement on a perdu toute l'effet Trump, mais là, on est rendu dans le négatif. On est en correction pour le Nasdaq ou très près de la correction. Et ce que je soupçonne, et puis il a télégraphié tranquillement la semaine dernière en disant, je regarde pas les marchés boursiers. Trump, cette semaine, puis hier d'ailleurs, la Maison-Blanche disait, il faut pas trop s'énerver avec ça. Mais c'est exactement l'argument que tu employais tout à l'heure. Moi, je vois très bien Trump dire à ses électeurs, écoutez, c'est une bonne nouvelle. Les marchés étaient beaucoup, beaucoup trop chers et vous allez pouvoir, comme petits investisseurs, entrer dans le marché. Je suis pas en train de dire que c'est censé. Je dis que ça va devenir l'argument. Ouais. En fait, je t'ai touché un mot de ça. C'est Chamath Palihapitiya, le milliardaire américain qui a passé une partie de sa vie au Canada et qui est très introduit dans les milieux trumpiens, qui faisait cette hypothèse que la base électorale aujourd'hui de M. Trump, c'est pas des gens qui ont des actifs à la bourse, c'est souvent pas des gens qui ont de l'immobilier, une grosse partie de ses électeurs. Donc, ces gens-là seront pas directement affectés, sinon que s'il y a une résurgence de l'inflation, ça fait mal. Mais ces gens-là, en tout cas, demain matin, la semaine prochaine ou dans un mois, vont pas, comme Monsieur Musk, constater que le tiers de leur fortune s'est évanoui. Parce que Musk, c'est 150 milliards, je pense. Qu'il a perdu, ouais. Chose comme ça. Mais Stéphane, moi, là, je parle pas de marché boursier. Le marché boursier, c'est une affaire à part, une bébête à part là, qui fluctue. Mais l'économie réelle, s'il y a une récession, généralement, les gouvernements essaient de se poser en victime. Donc, la récession, elle est causée, je sais pas, mais par la COVID, ou elle est mondiale, la crise financière. Ou ton prédécesseur. C'est ça. Donc, le gouvernement va se poser comme victime de quelque chose de plus grand qui lui arrive et qu'il doit combattre par différentes mesures. Dans le cas de M. Trump, la difficulté qu'il va avoir, c'est qu'il est arrivé en faisant tellement de tapage, tellement de bruit, en posant tellement de gestes d'éclat. Puis tu sais, à Noël, l'économie allait très bien. On disait qu'elle était résiliente, que l'économie américaine tenait le coup. Il va avoir beaucoup de misère à ne pas... Tu sais, la récession, là, elle va s'appeler la récession Trump. Il va avoir beaucoup de misère à se dissocier que c'est lui qui l'a créé, là, que c'est ses menaces de tarifs, c'est les coupures trop violentes qu'il a faites dans le secteur public, qui ont coupé des payes. Et à mon avis, il va avoir énormément de misère à ne pas avoir le tag là, que c'est sa récession causée par lui-même. Et ça, être politiquement responsable d'avoir causé une récession, on va te dire, c'est un... Ça t'enlève du tirant-d'eau. Surtout si t'es en début de mandat puis tu veux accomplir beaucoup de choses, là, tu veux être puissant, ça t'enlève de la drive, là. Alors, deux réponses à ça. Une partie de la riposte sera ce qu'il a commencé à annoncer dimanche dans son entrevue avec Fox, c'est qu'il y a des coûts d'ajustement pour un Eldorado qui est juste derrière. C'est-à-dire qu'il faut nettoyer le gouvernement, il faut faire des choix impopulaires et difficiles, demander de serrer la ceinture pour dégager cette espèce de richesse et cet horizon qui ne sera que doré. Ça, c'est une partie de la réponse. Puis, la deuxième portion de la réponse, c'est que jamais j'ai vu Trump être dans une situation où ses propres contradictions lui faisaient mal. C'est-à-dire que depuis qu'on suit sa carrière politique, je te dirais que c'est vrai de ses enjeux légaux devant les tribunaux, de tout ce qui lui est arrivé, il a toujours réussi à créer un narratif qui a adhéré, en tout cas auprès de suffisamment d'électeurs pour qu'il reste bien en selle, toujours su créer ce narratif où il est ou victime des circonstances, ou il est en train de faire une architecture qui nous échappe, mais qui un jour sera payante. Donc, je ne parierais pas sur ce que tu appelles ce tirant d'eau qui va s'ajouter. Je crois que c'est tout à fait possible, en tout cas à court terme, qu'il continue à bluffer l'affaire. Mais évidemment, si on rentre dans une crise économique américaine qui était de toutes les économies occidentales la plus performante, durable, avec une incapacité fiscale des États-Unis à relancer cette économie, et qu'à côté de ça, tu as le hockey au Canada, au Mexique, puis plus que le hockey, parce que s'il y a une grosse crise aux États-Unis, il va y avoir une énorme crise au Canada, tu vas avoir le Mexique. Les Européens qui se préparent à emprunter comme des malades, en particulier les Allemands, des économistes disent qu'il y a de la marge pour emprunter 2 trillions qu'on dit, c'est-à-dire 2000 milliards de dollars sur un horizon de 10 ans sans que ça ne fasse de mal à la cote de crédit allemande. Parce que c'est des frugaux, faut dire, qui ont de la marge, mais c'est beaucoup d'argent qui va s'investir là. Donc, ça, c'est pour le réarmement européen là, qu'on va emprunter. En fait, les Allemands, c'est les infrastructures, c'est un certain nombre de choses et le réarmement.
Puis à côté de ça, tu as tous les autres Européens, effectivement, qui sont à se préparer à investir. C'est d'ailleurs d'énormes transferts de richesses. Il y a des groupes industriels qui vont faire beaucoup d'argent au cours des prochaines années, et on essaie d'expliquer aux contribuables qu'ils n'auront pas vraiment à payer, qu'il n'y aura pas d'impôts augmentés. C'est ce que le président Macron la semaine dernière disait aux Français. Je sais pas ce qu'on dira aux Allemands, mais c'est évident que on augmente en tout cas le fardeau de la dette collective en Allemagne. Mais s'il faut que, à travers ça, et malgré ça, tu aies aussi un ralentissement économique en Europe, tu te retrouves dans un hiver économique mondial. Et là, ce que le Trump pourra dire, c'est pas de ma faute. Ça va être difficile. Ça va être difficile à croire, même s'il a fait de la prestigitation au cours des dernières années. Moi, je peux dire que je suis des forums là, de jeunes et moins jeunes, mais beaucoup des jeunes qui s'intéressent aux questions financières, qui investissent en bourse, là, puis qui avec des gens qui sont un peu des maîtres à penser, mais qui suivent. Et dans cet univers-là, aux États-Unis, là, l'arrivée de Trump, c'était vu comme vraiment, vraiment positif. Et là, le ton change pas à peu près. Les gens sont n'importe quoi déçus, choqués, interloqués. Et le sentiment, c'est que depuis une semaine, c'est qu'il sait pas ce qu'il fait. T'sais, les tarifs là avancent, reculent, changent d'idée, menacent. L'idée de tout bousculer, c'est ça. C'est comme, il a l'air d'un gars qui sait pas ce qu'il fait. Là. Si tu mets un tarif, mets-le, puis s'il y a des conséquences à court terme pour des bénéfices à long terme, on vivra avec. C'est que là, tu fais peur à tout le monde, t'es mets, tu menaces, t'es enlèves. Il y a un sentiment d'incompétence pure là, du gars qui joue avec l'économie puis qui sait pas exactement ce qu'il fait. Là. Et c'est là où il y a un véritable problème, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu joues sur le nerf de la guerre, l'argent, à la marge, ça peut aller. Mais quand tu rentres dans l'os et que tu joues sur les marges de beaucoup de gens qui ont beaucoup de moyens et qui perdent beaucoup d'argent. Ils viennent frus. Là, tu te fais... bon Québécois. Ils viennent pas juste frus. Les États-Unis, c'est un univers violent, ne l'oublions jamais. C'est un univers où des solutions radicales sont souvent trouvées à des problèmes qui sont perçus comme étant radicaux. Je pense que M. Trump, là, se met à dos à terme. On verra comment les choses... Faisons attention aux prévisions à moyen et long terme, mais si les choses continuent de se dégrader, il va se mettre à dos beaucoup de gens qui n'auront pas la patience d'attendre le coup d'ajustement avec la promesse de cet Eldorado pour demain matin ou plutôt après demain matin. On rentre dans une autre game avec d'autres gens puissants. Le président des États-Unis pèse lourd, mais il y a beaucoup d'autres gens dans le monde qui peuvent considérer que leurs intérêts sont menacés et qui pourront se faire aller les muscles aussi. Merci Stéphane. À demain.